Global Géopole, bonjour. Désolé de cette absence. J'ai été extrêmement sollicité par les médias étrangers, notamment en Russie et aux États-Unis, en ce qui concerne les élections américaines entre Kamala Harris et Donald Trump. Aujourd'hui donc, je vous propose un debunk de l'interview chez GPTV de l'ambassadeur Jean-Luc Lignasti, directeur de recherche à l'Institut IRIS, l'antipôt de chambre de l'OTAN. Si Raoul éparpille façon puzzle dans les tontons flingueurs, aujourd'hui c'est mon tour. Donc depuis l'élection de Donald Trump, assistons-nous à l'effondrement de la mafia globaliste, ce que j'appelle la globaligarchie, dont le plan était de contrôler les populations selon 4 axes imposés de manière juridique contraignante ou de chantage financier et intellectuel. Ils ont donc développé les normes sociétales, vocaux LGBTistes et la gouvernance DEI au sein des entreprises ainsi que l'administration. Je vais faire une petite parenthèse sur le DEI, ce qu'ils appellent la diversité, l'équité et l'inclusion. En ayant été chef d'entreprise, je peux dire une chose, que lorsqu'on recrute un candidat, c'est en fonction de ses compétences et sa capacité à répondre aux différentes fonctions qui ont été établies au sein d'un poste. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'âge, le sexe, la couleur de peau ou l'ethnie. Et je vois dans ce type de gouvernance une façon de contrôler la façon dont les gens pensent. L'axe environnemental avec la culpabilité CO2 qui donne lieu à pousser les gens à acheter des véhicules électriques afin de contrôler leur mobilité. Vous pouvez trouver tout ce type d'informations sur Google en tapant ESG ou Environmental Social Governance. L'axe santé, bien sûr, avec le passeport vaccinal mondial et les CBDC, Central Bank Digital Currency, que j'explique dans une interview chez GPTV, auquel vous pouvez vous référencer. Alors, les différents architectes visibles sont les Soros, les Bill Gates, les Larry Fink, qui ont mis en place des programmes d'infiltration gouvernementaux grâce au World Economic Forum et à son entité Global Young Leader, qui permettait de sélectionner les bons candidats pour appliquer leur programme, à savoir Macron, Trudeau, Sandou, Kallas, et bien sûr les mécanismes de financement, voire de corruption au sein de partis politiques, d'institutions et autres organisations transversales, preuve étant que Bill Gates aujourd'hui contrôle l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, par son financement. Alors, leur but était de contrôler, bien sûr, un maximum de pays, dont le plus grand, la Russie, afin de mettre les mains sur toutes les ressources naturelles, mais surtout pour imposer ce qu'ils appellent le New World Order ou la gouvernance mondiale unique. Leur plan, bien sûr, s'est littéralement effondré par la volonté de faire de Vladimir Poutine et aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump anti-wokiste. Alors, je voudrais faire un rappel sur ce que c'est que la diplomatie, qui n'a rien à voir avec le fait de faire manger des rochers Ferrero, comme le disait cette pub des années 70. Et je vais citer donc Jacques Chirac qui disait « La diplomatie, c'est de marcher toute une journée avec les chaussures de son interlocuteur pour comprendre ses besoins afin de trouver un compromis ». Alors, Doug Lignasti, c'est un peu le symbole ou le syndrome d'une classe dominante qui oublie qu'un haut cadre de l'administration, ce qu'on appelle un public servant en anglais, et donc pas self-servant, doit servir les intérêts de la France et de son peuple, et pas ceux d'intérêts de puissances étrangères. Ça demande donc une intégrité intellectuelle, une objectivité, ce qu'on n'a pas aperçu à travers cette interview, et surtout un devoir de réserve. Et nous reviendrons donc sur ce point précis qui m'a mis dans une colère absolument colossale. Alors on a le droit aux éléments de langage que l'on trouve dans les médias mainstream, des approximations, des déclarations hors sol, des banalités et autres calembours qu'on pourrait presque assimiler à de la manipulation. Ce sont les mêmes salades d'ailleurs que l'ambassadeur autrichien de l'Académie des Affaires étrangères l'année dernière, en juin 2023, nous a servi lors d'un meeting à huis clos. Et bien sûr, je n'ai pas manqué de le recadrer
Ce qui fait qu'à la sortie de ce meeting, il en est sorti tel Nicolas Sarkozy lors de sa première rencontre avec Vladimir Poutine, déconfit et assommé. Alors Duplessis, bien sûr, à son habitude magistrale, l'Arastam s'est débattu avec une argumentation solide, mais a montré un agacement exacerbé qui est dû à ses origines, puisque sa maman étant née à Yerevan est d'origine russe. Donc, en regard du conflit qui est en train de se développer entre l'Ukraine et la Russie, elle se sent directement concernée et donc affectée. Alors, je vous ai concocté le verbatim de la méconnaissance du dossier par l'ambassadeur qui clamait à un moment donné que le référendum en Crimée donnait lieu à 80% de réponses positives quant à la réintégration avec la Russie, ce qui est faux, puisque c'était 92%, et je tiens les chiffres de Natalia Pokonskaya, l'ancienne gouverneure de Crimée que j'ai rencontrée. La Russie à la hantise de l'encerclement, la Russie dans les bras de la Chine, tout ce type de narratif qu'on peut entendre sur toutes les chaînes en continu. Bon, ça, c'est une bêtise absolument épouvantable. Quand on sait que la Russie est encerclée de 750 bases américaines militaires, on peut se dire que le fantôme est quand même visible. Quant à Vladimir Poutine tombé dans les bras de Xi Jinping, il faut savoir une chose, c'est que en regard des tensions qui étaient en train de grandir entre les deux blocs pro-russes et pro-ukrainiens en 2014 et 2015, Vladimir Poutine a compris que ça allait finir en conflit et de ce fait est allé voir Xi Jinping et a initialisé en fait ce qu'on appelle la Belt and Road Initiative qui a donné lieu à un consortium de trains qui permettait le transport des marchandises de Chine vers la Pologne et bien sûr il en a bénéficié puisque ça permettait une économie cash flow absolument colossale. Ensuite, on entend que Decathlon a quitté la Russie, ce qui est faux, puisque aujourd'hui la marque s'appelle Desport, elle a été rachetée par un Russe, mais continue à vendre les marques de Kalenji, de Quechua, de Vejde, et Decathlon étant partie du groupe Muliez, que je connais très bien, il faut savoir une chose, que Auchan n'a aucun intérêt à quitter la Russie parce qu'elle se couperait le groupe se couperait d'un marché de 150 millions de consommateurs. Alors tout ça, ça s'est fait grâce à un hub aux Émirats arabes unis qui permet de contourner les sanctions. On entend de la part de l'ambassadeur que les États-Unis ont injecté 400 milliards de dollars dans l'économie et le support militaire aux Ukrainiens, ce qui est faux, puisque c'est 276 milliards, dont 70% sont tombés dans la poche du complexe militaro-industriel. Donc l'Ukraine a bénéficié des vieux clous de l'armée américaine de telle manière à ce qu'elle puisse se moderniser grâce aux fonds qui ont été assignés par le Congrès. Alors, on nous dit que Zelensky a lutté contre la corruption et est arrivé à l'endiguer, ce qui était une bonne chose. Alors là, les bras m'en tombent. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que toute l'aide humanitaire qui a été envoyée en Ukraine a été revendue à travers des chaînes de supermarchés dont l'oligarchie ukrainienne a les clés. Ils ont mis en place un marché noir et un trafic d'armes absolument colossal, puisque 35 à 40% des armes qui ont été envoyées en Ukraine ont fini en Amérique du Sud, en Afrique occidentale, et aussi dans les banlieues de Paris et de Marseille. Alors bien sûr, il s'est servi au passage puisque sa fortune personnelle est passée de 650 millions de dollars à 1,5 milliard et il n'a pas manqué d'acheter un nombre de propriétés un petit peu partout dans le monde, notamment au Royaume-Uni, à Dubaï, en Floride, en Italie et en Azerbaïdjan. On se rappelle bien sûr, il y a quelques mois, lorsque la Commission européenne nous a annoncé qu'ils avaient perdu 16 milliards de dollars qui avaient été envoyés en Ukraine. Ces fonds n'ont certainement
pas été perdu pour tout le monde. On apprend de la bouche de l'ambassadeur que l'économie ukrainienne s'est modernisée. Alors là, les bras m'en tombent. Nous allons donc étudier l'évolution du PIB ukrainien, sachant que toutes les infrastructures de transport sont possédées aujourd'hui par BlackRock, qui a financé l'État ukrainien et donc de ce fait a demandé un collatéral. Et bien sûr, toute l'industrie agroalimentaire, à savoir Monsanto, DuPont et Cargill, ont mis la main sur 42% de toutes les terres agricoles qui ne seront pas exploitables du fait des combats parce qu'elles ont été empoisonnées avec des bombes. Alors regardons un petit peu l'évolution du PIB ukrainien, sachant que l'Ukraine a perdu de 2022 à 2024 13 millions de leurs ressortissants. Comment est-ce que le PIB de l'Ukraine aurait pu augmenter, sachant qu'il n'y a plus les ressources nécessaires au niveau opérationnel et au niveau fiscal? Donc, ce que l'on constate, c'est que le PIB ukrainien est passé de 200 milliards de dollars à 160 en 2023, en 2022 et aux environs de 120 milliards en 2023. On s'attend bien sûr à ce que les chiffres de 2024 soient absolument catastrophiques puisque toute la population a été focalisée sur le conflit, manque d'électricité et de ce fait l'industrie ne peut pas fonctionner. Alors, tout ceci, ce ne sont que des détails qui ne portent atteinte qu'à la réputation et à l'intégrité intellectuelle de l'ambassadeur. Par contre, le fait de faire du service après-vente Hollande-Macron-Merkel, en regard des accords de Minsk qu'ils clamaient ne pas avoir voulu exécuter parce que ça permettait à l'Ukraine de pouvoir s'armer pendant les 8 ans qui ont précédé le conflit actuel, c'est une honte. Il ose dire qu'en fait, c'était juste une cascade de communication pour pouvoir les dédouaner de leurs responsabilités, et ceci est inacceptable. Parce que, un, il a un droit de réserve, et que deux, c'est un mensonge épouvantable. Alors, un mensonge qui, bien sûr, a des répercussions géopolitiques et économiques terribles. Je vous réfère à l'ouvrage que j'ai écrit, qui s'appelle Ukraine entrepreneur, espion malgré lui, dans lequel vous allez avoir les preuves de l'implication de différentes ONG, dont une est très très proche de la Macronie, puisque les fondateurs de cette ONG, qui s'appelle CPF, Cosmopolitan Project Foundation, sont très proches et de Pierre Persson, qui était député socialiste, qui assistait à toutes les réunions du fondateur de cette ONG quand il faisait des allers-retours entre Kiev et Paris, en regard de ce qui se passait sur la place, et qui sont à la base du financement des différents groupes néo-nazis qui ont participé au coup de Maïdan. On entend d'ailleurs dans une interview sur France 2 François Hollande discuter avec un de ses conseillers qui lui dit que c'est bien les Ukrainiens qui ne respectaient pas les accords de Minsk, et il balaye son conseiller d'un revers de la main en ignorant complètement ce qu'il lui racontait. J'avais même intercepté au sein des budgets qui ont été entérinés par le Sénat une somme de 6 millions d'euros qui était affectée aux OPEX en Ukraine. Donc, je vous laisse découvrir tout ça à travers le livre. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Par contre, il faut comprendre une chose, c'est que Vladimir Poutine a très très mal perçu cette cascade soi-disant médiatique. Et aujourd'hui, il ne fait plus du tout confiance à la parole de l'Ouest. De ce fait, il a décidé de gérer les intérêts de la Russie et d'ignorer complètement ce que Jacques Chirac appelait une connexion qui est tout à fait nécessaire au bon fonctionnement de l'Europe. Alors, François Hollande, l'ambassadeur, dit que peut-être par faiblesse ou par on ne sait quel truchement, ils n'ont pas été capables de faire appliquer les accords de Minsk alors que c'était extrêmement facile.
du 12 février 2015 au 31 décembre 2015, ça fait presque un an, François Hollande aurait pu aller voir Poroshenko et lui dire, écoute, c'est très simple, si tu n'appliques pas les accords de Minsk et fédéralises l'Ukraine comme les États-Unis le sont ou comme la Russie l'est, eh bien c'est terminé, plus de croissant au beurre euro. Donc, plus d'intégration à l'Union européenne et plus de financement. D'ailleurs, lorsque Macron va voir Vladimir Poutine le 12 février 2022, il lui dit « Je te demande de ne pas répondre aux provocations de l'Ukraine ». Comment se fait-il que le 12 février, il lui demande il ait une telle requête? Ça veut dire en d'autres termes qu'il était au courant que les Ukrainiens avaient l'intention d'attaquer le Donbass, notamment sous les ordres des oligarques comme Rinat Akhmetov et Kolomoïski, puisque ces gens-là voulaient récupérer leurs assets afin de continuer à vivre au crochet de ces régions qui n'ont jamais vu un copec en regard des investissements qui étaient dus pour le bien-être des populations. Donc, on peut imaginer que Vladimir Poutine n'a pas mordu à l'hameçon et a géré ses propres prérogatives. Alors, pour illustrer ce que je raconte, on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans le Donbass dans la période qui a antécédé le conflit auquel on a affaire aujourd'hui. Sur une distance de 220 km, ils ont construit 15 bases militaires. Imaginez qu'entre Aix-en-Provence et Marseille, on construise 15 bases de la taille du complexe commercial situé à Cabriès. Mais c'est hallucinant, ce qui veut dire qu'il y a des fonds considérables qui ont été investis, et je ne compte pas les bases intermédiaires qui ont constitué la ligne de défense, puisqu'on avait des blocos, on avait des bunkers, on avait des entrepôts de munitions, on avait des hangars pour stocker les véhicules de combat, et ce qu'on sait aussi, c'est que pendant le mois qui a précédé le mois de février 2022, l'armée ukrainienne a envoyé des troupes de manière massive et Vladimir Poutine était bien au courant parce qu'il observait tout ça avec ses satellites. Donc, tout ça, c'est d'une hypocrisie absolument épouvantable et l'ambassadeur se fourvoie personnellement dans ce type de déclaration, ce qui est inacceptable. Il ose aussi clamer que Kursk n'a pas eu d'influence sur la ligne de défense, la ligne de front dans le sud, alors qu'en fait, ça a été un véritable fiasco, excusez-moi le jeu de mots. Donc, faut savoir une chose, c'est que la bataille de Kursk, c'était un piège redoutable, et il y a une information qui a fuité, à savoir si elle est vraie ou pas, mais c'est à vérifier, c'est que le champ de mines qui délimitait le nord de l'Ukraine avec le sud de la Russie a été désactivé. Et donc, de ce fait, les Ukrainiens ont été au courant, comment on ne sait pas trop encore, et ont profité de cette opportunité pour pénétrer le territoire de Kursk afin de prendre une des centrales nucléaires pour faire chanter la Russie et les faire sortir du Donbass. Ça s'est très très mal passé puisque le général Alaoudinov est intervenu avec ses troupes et a décidé que personne ne sortirait vivant du chaudron de Kursk. Donc ça a donné lieu à la mort de 30 000 soldats et une destruction de matériel absolument colossale. Donc cette histoire de Kursk, c'était une mésaventure dont sans engagement véritable, puisqu'il n'y avait pas de stratégie, mais surtout aucun support logistique, et ça ne pouvait que très très mal se terminer. En même temps, la Russie en a profité pour pouvoir évoluer dans le sud du Donbass et prendre un maximum de terre, ce que nous allons observer maintenant. Alors, quand l'ambassadeur nous dit qu'il n'y a pas eu effondrement du front, essayons de comparer la contre-offensive ukrainienne de 2023 avec ce qui est en train de se passer. En 7 mois, les Ukrainiens avaient récupéré 250 km² de terrain, alors que la Russie, dans ce même intervalle, a récupéré 2800 km, c'est-à-dire 11 fois plus. Donc, de ce fait, pour contrôler le reste du sud Donbass, il leur reste environ 1900 km² à prendre à travers la prise de Kurakovo et ce qui veut dire, et de Pokrovsk.
Donc aujourd'hui, il contrôle quasiment 99% de la République de Lugansk, 63% de Donetsk, sachant que la dernière semaine, ils ont pris 5% du terrain, ce qui veut dire qu'il y a une progression qui est extrêmement rapide. Zaporogie, ça n'a pas beaucoup bougé. Pourquoi? Parce que tant que cette zone de 1900 km n'a pas été prise, eh bien, ils ne pourront pas fondre sur la région de Zaporogie. Et dès que cette zone sera prise, effectivement, le front de Zaporogie va s'effondrer littéralement. Nous savons une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne, l'armée russe, au sud-ouest, est à environ 9 km maintenant de l'oblast de Dniepropetrovsk. Alors, Kherson, 70%. Si Zaporogie tombe, Kherson tombera automatiquement. Quant à Kharkov, 3%. Maintenant, grâce à ce chiffre, on arrive à comprendre une chose, c'est que ça permettait de diviser l'armée ukrainienne afin de pouvoir progresser dans le sud du Donbass. Et donc, en fait, Kharkov, c'est pas du tout une des cibles. Ça permet tout simplement de fixer une partie de l'armée ukrainienne. Alors, là, nous avons affaire à une autre cascade déclarative, puisque notre cher ambassadeur nous dit que l'éviction de Surovikin et de Prigojine ont été les facteurs de sérénité de Vladimir Poutine, et c'est une des raisons pour lesquelles les buts de guerre n'évolueront pas tant que ça. C'est archi faux. C'est le comportement erratique de Kiev, et notamment de Zelensky, un habitué de la cocaïne, qui détermine complètement l'évolution des buts de guerre. Et nous allons prendre quelques exemples pour l'illustrer, à savoir, en juillet 2022, quand Kiev réfute l'accord d'Istanbul, que se passe-t-il? Eh bien, Vladimir Poutine fait monter les enchères en organisant le référendum de Zaporogie et de Kherson en septembre 2022. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, 4 oblasts ont décidé de se rattacher à la Russie. Alors, un événement extrêmement important, et c'était l'objet de cette vidéo qui m'a mis dans une colère noire, c'est le mensonge de Minsk, associé bien sûr au deuxième sommet de la communauté politique européenne qui s'est déroulé en juin 2023 à Kastelmimi, en Moldavie, un château que je connais bien puisque j'y ai rencontré le président Dodon avec le conseiller géopolitique de Vladimir Poutine, à savoir Alexandre Dugin. Et Macron, qui a organisé ce meeting, a invité tous les pays qui ne font pas partie aujourd'hui de l'Union européenne et bien sûr les pays d'Asie centrale, avec bien sûr la Turquie qui joue aujourd'hui le rôle de faiseur de roi. Et on voit à travers ce meeting une volonté de mettre en place des mécanismes de déstabilisation afin de littéralement occuper la Russie sur différents fronts. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé puisque l'ancien premier ministre géorgien a dit qu'il avait reçu un cadre de l'Union européenne qui lui avait demandé de déclencher un conflit contre la Russie pendant les opérations Z en Ukraine. Donc Vladimir Poutine, à ce moment-là, comprend que il va devoir se focaliser sur les intérêts de la Russie et ne plus se préoccuper de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, et afin de contrer leur hégémonie et surtout leur désir d'intégrer en fait tous les pays environnants pour constituer ce fameux nouvel ordre mondial, puisque aujourd'hui l'Union européenne est une espèce de laboratoire à ciel ouvert, de telle manière à ce qu'il puisse faire basculer la Russie. Et là, la décision est prise. La Russie change de braquet et Odessa et la Transnistrie, c'est-à-dire la bande de terrain qui se situe en Moldavie, dans lequel se situe un demi-million de Russes qui ont été séparés de leur peuple après la chute du mur de Berlin, de telle manière à ce qu'ils puissent constituer une espèce de ceinture qui viendrait contenir complètement le reste de l'Ukraine et surtout l'hégémonie galopante de l'Union européenne qui se prend pour la grenouille de La Fontaine. Et on se rappelle que la grenouille de La Fontaine, qui avait voulu se faire plus grosse que le bœuf, à un moment donné avait explosé. Donc,
Un autre fait majeur qui s'est déroulé, c'est lors de la prise de Koursk, où Vladimir Poutine décide de changer la doctrine nucléaire, ce qui fait que si l'OTAN entrait en conflit direct avec l'Ukraine en envoyant des troupes de manière officielle, ça se passerait très très mal pour nous. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, en revenant de Kazan, un des journalistes de Fréquence Populaire s'est arrêté à Moscou pour interviewer Alexandre Artamonov, qui effectivement a bien défini le fait que Odessa serait une des prises de guerre principales et qui permettrait d'assurer la sécurité de la Russie. Donc je vous invite à regarder la vidéo, c'est quand même éloquent, sachant que Artamonov est francophone et parle très très bien le français. Alors il se trouve que le dernier jour de la réunion des BRICS à Kazan, la Russie a fait bombarder le pont de Zatoka. Alors j'explique un petit peu la stratégie qu'il y a là derrière. La ville d'Odessa, que je connais bien puisque j'y ai habité pendant 3 ans, est entourée de marécages, de rivières et surtout de l'embouchure du Danube. Et donc c'est une région qui est difficilement accessible. Et elle est connectée par 3 ponts. Le pont de Zatoka qui la relie à la Roumanie, et la raison pour laquelle il a sauté, c'est qu'aujourd'hui l'OTAN aura de grandes difficultés à faire fréter du matériel sur la région, puisque ce pont sépare les deux pays de presque 1 kilomètre. Le pont de Mayakik, c'est un pont secondaire qui ne supporterait pas des charges très très lourdes comme des chars d'assaut, les chars d'assaut de l'armée américaine. Et le pont de Roubny, qui est un pont autoroutier qui passe au-dessus d'un marécage absolument gigantesque, qui doit faire au moins 15 à 20 kilomètres de long, et qui, s'il était détruit, séparerait la capacité de Kiev à envoyer des troupes vers Odessa, puisque là, il n'y aurait plus que les routes secondaires et ça devient un casse-tête chinois absolument épouvantable. Voilà. Donc, la prise d'Odessa, pourquoi ? La première des raisons, c'est pour sécuriser la Crimée et la flotte de Russie contre les attaques terroristes, notamment avec des drones marins qui, qui, qui ont frappé le pont de Kerch et qui frappent la côte criméenne et notamment le port de Sébastopol. Ensuite, il y a le symbole de la boucherie du 2 mai 2014 pendant Maïdan, où les bandéristes de Pravi Sector ont massacré 70 personnes en place publique, avec bien sûr la bénédiction de la police qui était complice de ce massacre. Donc ça, c'est quelque chose que Vladimir ne pardonnera jamais. En plus de ça, il faut savoir une autre chose, c'est que Odessa, c'est une ville russe, qui a été construite par le neveu de Richelieu sous l'ordre d'Ekaterina II en 1793 et qui est un symbole culturel et historique significatif pour la Russie. Odessa, c'est aussi un port par lequel 65% des imports et des exports passent et c'est le support de 85% de l'économie ukrainienne. Il est le lieu aussi des pires trafics, comme le trafic d'armes, le trafic de drogue et le trafic de prostitution. C'est une des raisons peut-être aussi pour laquelle la Russie veut arrêter cette activité. Alors, il y a un aéroport qui est quand même significatif, puisque il est le support du tourisme de la mer Noire, et il y a aussi l'aspect culturel que j'ai évoqué, puisque aujourd'hui, les bandéristes néo-nazis, que ce soit Pravi Sector ou Azov, détruisent littéralement tous les vestiges passés ou les symboles de la culture russe. Alors, petite anecdote, l'opéra d'Odessa, qui a été construit au XVIIIe siècle, dans un pur style italien rococo, était administré par un russo-italien dont le nom est Alexandre Bandini, dont l'arrière-petit-fils est un de mes voisins. Et il se trouve que ce grand homme était un des plus grands auteurs-compositeurs du XIXe siècle. Il a aussi, d'ailleurs, administré l'opéra de Saint-Pétersbourg. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur ce que la Russie est arrivée à faire au sein des BRICS.
Ils ont d'ailleurs fédéré l'Asie du Sud-Est, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Ce qui fait qu'au niveau ethno-démographique, les BRICS représentent, en tout cas pour son noyau dur et les partenaires associés au nombre de 13, ils représentent une population de 4,7 milliards de personnes. Dans le noyau dur, vous avez 6 des plus grands producteurs de gaz et de pétrole. Donc, cette entité aujourd'hui contrôle les ressources énergétiques mondiales. Il faut savoir une chose, c'est que les prochains qui vont rentrer au sein de cette organisation font en sorte qu'ils posséderont quasiment toutes les ressources naturelles dans le monde entier. Donc, est-ce que les États-Unis et l'Europe associée peuvent arriver à contrer tout ça d'un point de vue économique? J'en doute un peu. Et nous allons voir tout cela à travers les infrastructures qui sont en train de monter. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Antonio Guterres, à la tête de l'ONU, a été invité. Donc, c'est une démonstration de force qui a été exposée au monde entier. Ils ont montré qu'ils étaient capables de mettre en place une banque de développement qui va permettre l'explosion de l'Afrique au niveau économique. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le soft power avec les Jeux des BRICS pour contrer les Jeux olympiques parce que la Russie a été exclue des Jeux de Paris. Et d'ailleurs, en regard de la cérémonie d'ouverture, qui est un véritable scandale, une véritable honte, le signal est très clair. Ils sont en train de dire, si ça se reproduisait, eh bien, nous participerons plus aux Jeux olympiques parce que nous avons nos propres Jeux. Il y a un fait aussi majeur en regard de leur capacité diplomatique, puisque la Chine et l'Inde sont arrivés à s'entendre sur une dissension à leurs frontières et montrent à l'ONU qu'ils n'ont pas besoin de l'ONU pour pouvoir mettre en place des mécanismes diplomatiques qui permettent une résolution de conflits. Le principal fait réside dans la plateforme de trading des matières premières qu'ils sont en train de mettre en place, supportée par une devise qui s'appellera le UNIT, indexée sur l'or et sur les devises des différents pays constituant les BRICS, ainsi que le système bancaire qui va s'affranchir du système SWIFT. Alors, je vais revenir sur la plateforme de trading des matières premières, qui est une arme de destruction massive de la dette américaine. Quand, après la Deuxième Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods ont été signés, il stipulait que toute matière première devait être échangée en dollars, ce qui veut dire en d'autres termes que n'importe qui dans le monde voulant acheter du pétrole, du gaz, de l'uranium ou du blé devait d'abord convertir sa propre devise en dollars et donc de ce fait introduire de manière implicite une dévaluation de sa propre monnaie, donc une inflation intrinsèque au dollar, supporter de facto la dette américaine parce que le collatéral était émis par la Banque fédérale. Avec cette plateforme, les gens n'auront plus besoin d'acheter de dollars. Ça veut dire en d'autres termes qu'on ne supportera plus la dette américaine. Et cela, c'est mettre en péril le mode de vie des Américains qui ne vivent que par extension de pénétration de marché. Donc le signal est explicite. Ne nous emmerdez plus parce que nous avons les moyens de nous affranchir de vos contraintes. Et les contraintes, ce n'étaient pas les sanctions, c'était en fait le dollar. Parce que les sanctions ont été une chance pour la Russie. Ils se sont affranchis des contraintes de l'Occident en restructurant leur économie, en la dynamisant. Et aujourd'hui, ils sont passés de la 15e place mondiale à la 4e en termes d'équivalent PIB. Alors, en 2023, en septembre ou octobre, on m'a fourni un document qui venait du Rand Institute. J'expliquerai pas comment j'ai pu me procurer ce document.
qui expliquait le plan de destruction de l'économie européenne. Alors la première des choses que j'ai faites, j'en ai averti un certain nombre de députés et il n'y a pas eu de réaction du tout. Puisqu'il y a une seule personne qui s'appelle van der Leyen qui a décidé d'appliquer les sanctions qui avaient été définies dans ce même document. Et donc de ce fait, je questionne la fonctionnalité de la Commission européenne en ce sens où euh, il ne protège pas nos intérêts, mais il protège les intérêts d'une entité extérieure, à savoir les États-Unis. Alors, le résultat est très simple, c'est qu'aujourd'hui, notre approvisionnement en gaz est en train de s'effondrer du fait de la destruction des pipelines Nord Stream 2. Nous avons un déficit en gaz qui fait que notre énergie étant devenue extrêmement chère, nos économies ne sont plus compétitives. Et, comme l'ambassadeur le stipule, l'Union européenne est en stagnation. Eh bien non, je suis désolé, on n'est pas en stagnation, on est en récession. La preuve en est, c'est que l'indice PMI de l'Allemagne et de la France, qui sont les supports de l'économie européenne, puisque ce sont les plus gros contributeurs, se sont effondrés et sont en lanterne rouge du classement mondial. On est à un niveau de 48. C'est un désastre. Or, le résultat de cette histoire, c'est que nous avons des sociétés comme BASF, comme Volkswagen, qui sont en train de fermer leurs usines en Allemagne et qui s'exportent soit en Chine, soit aux États-Unis. Michelin, Auchan, Société Générale, Nexity, Valeo, Solvay, tous ces gens-là sont en train de mettre en place des plans de licenciement et donc l'économie européenne est en train de s'effondrer littéralement. C'est un véritable succès, il faut le dire. Alors, quand Monsieur l'ambassadeur dit que l'Union européenne ne peut pas perdre la guerre, il a quand même un devoir de réserve qu'il a complètement oublié, puisque implicitement, ça voudrait dire que nous sommes en guerre contre la Russie. Mais alors, qui a déclaré la guerre? Van der Leyen? On n'a vu aucune déclaration en ce sens. Donc, je trouve que ces écarts de langage sont extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent envoyer des signaux qui peuvent nous amener à quelque chose de beaucoup trop dangereux. Alors, il ose clamer, bien sûr, que les Nord-Coréens sont sur le front. Ce n'est pas vrai. J'imagine mal comment l'armée russe pourrait communiquer avec l'armée nord-coréenne, sachant qu'ils n'utilisent pas le même langage. Donc, est-ce que c'est encore une cascade de communication ou une justification pour l'OTAN d'aller en Ukraine et de se battre contre la Russie? Je me pose des questions, puisque l'ambassadeur dit, attention, il y a un risque d'escalade. Risque d'escalade avec qui? Contre qui? Et la dernière des questions, c'est en regard de l'économie européenne, qui financerait tout ça? Je le vois mal. Alors, autre fait absolument ahurissant, l'ambassadeur nous vend la galvanisation de la société ukrainienne. Et j'aimerais qu'on puisse se pencher un petit peu sur les résultats de cette galvanisation démocratique à l'occidental, en observant bien sûr l'évolution de la population ukrainienne depuis les années 1950. De 1950 à 1990, la population ukrainienne s'est accrue de 40%. Et depuis la dislocation de l'URSS, elle n'a fait que décroître, notamment de presque 7 millions d'habitants jusqu'au début de la révolution d'Euromaïdan en 2014, pour s'effondrer encore de 5 à 6 millions jusqu'au début de la guerre dans le Donbass. Et aujourd'hui, c'est encore 13 millions qui ont émigré ailleurs. Alors, quand l'ambassadeur nous parle de galvanisation, j'aimerais qu'on se penche un peu sur l'environnement ethnique de la Russie. Alors, on observe une chose, c'est que en Russie, il y a une diaspora géorgienne, arménienne et moldave de 2 millions de personnes qui
aujourd'hui génèrent suffisamment de devises pour pouvoir faire vivre leurs familles dans leurs pays respectifs. Et donc, il y a une interaction géopolitique et économique entre ces pays et la Russie, dont bénéficient bien sûr ces pays, qui fait que l'Union européenne, en essayant de déstabiliser ces pays, peuvent plonger l'économie de ces pays respectifs dans une misère absolument épouvantable, et c'est inacceptable. Donc, que l'Union européenne essaye de constituer une espèce de mammouth qu'il ne pourra pas intégrer au niveau financier est une véritable honte qui risque de nous coûter en fait nos modes de vie aujourd'hui, puisqu'on ne pourra pas le financer. Et en plus de ça, ça va à l'encontre des intérêts de ces pays. Maintenant, refocalisons-nous sur l'histoire ukrainienne. Aujourd'hui en Russie, vivent entre 9 et 10 millions d'Ukrainiens. Et en Ukraine vivent, alors je parlerai des russophones et bien sûr des Russes ethniques, 8 millions d'habitants. Ce qui fait que si on additionne ces deux ethnies-là, en fait ces deux blocs de population-là, on obtient 17 millions de personnes. Alors 17 millions de personnes versus les 29 millions restants, moins bien sûr les morts, puisqu'on sait qu'il y a environ 1,1 million de soldats qui ont été tués, eh bien on s'aperçoit qu'il y a deux blocs qui s'affrontent. Et donc, la conclusion, monsieur l'ambassadeur, de quelle population parle-t-on quand on parle de galvanisation? Et on comprend bien sûr que 50% de la population ukrainienne est contre ce conflit. Donc ce que vous nous avez vendu, ce sont des salades. Alors, une galvanisation ukrainienne, bien sûr, hors de prix, en pleine inflation, puisque c'est une galvanisation qui a fonctionné à marche forcée par la réhabilitation scolaire du bandéro-nazisme. À l'intérieur des écoles, on oblige les enfants à chanter que leur père est Stéphane Bandera. Stéphane Bandera était un collaborateur nationaliste des nazis de la SS Galice, qui est responsable de la mort, enfin du génocide de 1,4 million de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, nous assistons aujourd'hui à la soumission de la population à un ordre fasciste, puisque quand le groupe Azov ou le groupe de Pravi Sector défilent dans les rues, ils obligent la population à se mettre à genoux. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la galvanisation? Alors, vous parlez de la difficulté de recrutement et je voudrais m'attacher un peu à ce problème. Vous avez 100 000 Ukrainiens qui ont déserté. Vous avez 100 000 Ukrainiens qui ont fui les recrutements. Le TCC, qui est en charge en fait du recrutement, va dans les bars, les restaurants, passe à tabac les hommes qui ne veulent pas aller se battre, ils vont même jusqu'à les tuer. Alors bien sûr, et surtout dans la région d'Odessa, on assiste à une résistance absolument incroyable, puisque les membres du TCC se font assassiner, se font passer à tabac, leurs voitures sont brûlées. Chaque semaine, j'ai des femmes ukrainiennes de mes contacts, puisque j'ai vécu là-bas pendant 10 ans, qui me contactent et qui me demandent de les aider à exfiltrer leur mari pour qu'ils ne se fassent pas tuer. Est-ce que c'est ce que vous appelez la galvanisation, monsieur l'ambassadeur? Aujourd'hui, Zelensky veut envoyer les jeunes et les femmes se battre contre l'armée russe, une armée entraînée, aguerrie, synchronisée et bien équipée. On est à Berlin en 1945. J'en ai même une hier soir qui m'a appelé, qui m'a dit il faudrait qu'on déclenche un deuxième Maïdan pour assassiner Zelensky. Le problème, c'est qu'on n'a plus assez d'hommes pour le faire. Voilà ce que j'entends tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'ont gagné les Ukrainiens dans cette histoire? Une perte d'infrastructures, une perte de leurs terres, une perte humaine de 1 million d'hommes, une perte de territoire de 40%, 30 à 40%, un exode de 30% qui va déboucher sur un effondrement économique dans les 20 prochaines années, une productivité qui va s'effondrer, et ce sera insurmontable, sans compter bien sûr les coûts de réhabilitation et les pensions à payer aux soldats et aux blessés morts, aux blessés.
Alors, un combat pour quoi? Un combat pour qui? Pour l'Occident, qui louche sur les ressources minérales du Donbass? Alors oui, effectivement, l'Allemagne veut mettre la main sur le lithium pour greenifier son économie et son industrie. Mais ils oublient une chose, c'est que tout ça, ce sont des rodomontades qui n'ont aucun sens, puisque quand on utilise une batterie, il faut de l'énergie pour la recharger. Et donc, il faudra soit du gaz, soit du pétrole, soit de l'uranium. Donc, ce transfert d'énergie et cette focalisation idéologique de la greenification des économies occidentales, c'est complètement débile. Alors, qu'est-ce qu'il en ressortira de tout ça? Une gigantesque fracture sociale et familiale, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les sociétés russes et ukrainiennes sont intrinsèquement liées de manière familiale, puisque un grand nombre d'Ukrainiens ou de Russes sont mariés avec des Russes ou des Ukrainiennes. Et on assistera donc à des règlements de compte du style hockey choral après le conflit, comme c'est arrivé dans les années 92. Le seul point positif, c'est que les territoires qui seront réattachés à la Russie bénéficieront de fonds qui leur permettra d'être modernisés et restructurés au bien-être des populations données. Alors, la victoire de Donald Trump, est-ce que ça va changer la donne dans cette histoire? Tout dépendra d'un certain nombre de facteurs. Mais il faut savoir une chose, c'est que les États-Unis sont un tigre de papier cul, même je dirais, puisque leurs dettes sont absolument abyssales et insupportables, sachant qu'ils font face aujourd'hui à une crise de l'immobilier commercial et résidente, puisque les taux de refinancement sont tellement élevés que les gens sont obligés d'avoir 2 à 3 jobs pour pouvoir pallier à leurs insuffisances financières. Alors, Donald Trump, c'est bien parce que ça va mettre fin à un certain nombre de choses, notamment le wokisme, qui est un véritable fléau au niveau de la société américaine et qui a été complètement rejeté si on en voit, on regarde les résultats de cette élection de 226 à 312, c'est quand même un gap énorme de presque 30%. Par contre, Donald Trump fera face à des défis qui sont dignes des 12 travaux d'Hercule, puisqu'il devra faire face à une résistance interne, notamment du Deep State et de l'équipe Clinton-Obama, qui sont redoutables. Il devra restructurer la dette, amaigrir le budget de l'État, financer la mise en œuvre, la mise à neuf des infrastructures, routes, ports, électricité, enfin c'est de la folie, et bien sûr mettre en place un système éducatif et médical qui soit beaucoup plus juste. Alors, en ce qui concerne la stabilité de la situation géopolitique, tout dépendra de sa relation avec les BRICS et bien sûr la Russie, mais surtout la façon dont il va neutraliser les forces en interne. Alors, vous pouvez me dire, bien sûr, regardez les résultats de l'élection sur le marché financier du Dow Jones. Et moi, je dirais que c'est une victoire en Trump l'œil, puisque en regard des volumes qui ont été échangés, oui, effectivement, il y a un gap énorme qui pourrait laisser croire que les marchés ont réagi de manière positive. En fait, ce que je vois ici, c'est de la couverture de short, c'est-à-dire que certains ont parié à la baisse si Trump était élu et à la hausse si Kamala Harris était élu. Or, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été obligés de couvrir leur vente à découvert de telle manière à ce qu'ils ne se fassent pas plumer. Donc, à voir et à observer en détail. Maintenant, il y a un autre point positif, c'est la contestation féministe contre l'élection de Donald Trump, puisque toutes ces, comment je pourrais appeler ça, toutes ces wokistes complètement détraqués ont décidé de se raser la tête, de ne plus se marier, de ne plus avoir de relations sexuelles avec des hommes, et bien sûr de ne plus avoir d'enfants, ce qui est une très très bonne chose. Comme ça, elles n'auront pas l'occasion, bien sûr, de se reproduire. Et donc, en conclusion, est-ce
Assistons-nous à la fin du monde ou la fin du monde occidental? Le 20 février 2014 a marqué un tournant dans l'histoire du 21e siècle. 10 ans plus tard, le 20 février 2024, cette date aura marqué la fin du néocolonialisme gauchiste occidental, ironie du sort grâce à une petite bande de nazions. L'arrogance et la suffisance de cette nouvelle classe de petits marquis aura planté le dernier clou dans le cercueil de nos modes de vie. Sous couvert d'un langage édulcoré et presque diplomatique, l'interview de cet has-been de la diplomatie française n'est que le symbole de l'iceberg globaligarchique qui, sans besoin de cycle de réchauffement solaire, découvert par Milankovitch, fond inexorablement sous les rayons brûlants des BRICS. L'Afrique, tel un morceau de banquise, vient de se détacher du vieux continent de manière définitive avec le sommet de Sochi le 9 novembre, date d'anniversaire de la lutte du fascisme. Fini les ressources naturelles bon marché, le pétrole, le gaz, l'uranium, les céréales, mais les spéculateurs avec, ce qui est peut-être une bonne chose. Tout cela s'éloigne dans un chaos indescriptible à cause de petits freluquets, sans éducation, sans manière, sans envergure, sans projet, sans vision, sans capacité d'assumer leur incurie. Tous ces obsédés par un taux de CO2 4 fois plus élevé qu'il y a 1 million d'années, dont on se fout totalement, qu'ils retournent tous sur des bancs d'école apprendre la photosynthèse. Voilà ce que vous m'auriez dit, monsieur l'ambassadeur, si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit, aurait dit Cyrano de Bergerac. Et de lettres, vous n'en avez que les 3 qui forment le mot sot. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration et je vous souhaite de passer une bonne journée.